Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Bénin va son chemin vers les prochaines législatives sans que nous sachions quand elles auront réellement lieu. La date du 28 avril est compromise et celle du 12 mai au plus tard pour qu'elles tiennent ces législatives. Cette date est de plus en plus murmurée. En attendant les précisions et les certitudes, chaque parti politique, selon qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, s'affaire. Le président de l'Assemblée nationale, mandaté pour faire leur tour, semble faire le tour des partis politiques. Le président de l'Assemblée nationale semble avoir bouclé son périple et déposé sur la table des députés une première copie qui n'avait pas fait l'unanimité avant une autre qui serait celle consensuelle. Les prochains jours, nous nous situerons, mesdames et messieurs, sur les accords qui seront obtenus tout autour. Et c'est le tour d'horizon que je venais de faire en quelques lignes de l'actualité de cette semaine. Nous allons parcourir cette actualité ce matin avec un invité en studio, Constantin Amoussou. Bonjour. Bonjour, monsieur Djossou. Vous êtes militant du parti Union sociale libérale. Vous êtes d'ailleurs candidat de ce parti pour ces législatives. Visiblement, dans l'impasse, vous êtes porte-parole du pôle unifié des jeunes de l'opposition Pujol. Nous recevons ce matin, surtout en votre qualité de militant et de candidat USL pour les prochaines législatives. USL qui, déjà, quand même, il faut le souligner, on n'a pas vu le temps passer, souffle une bougie de plus. Du 23 au 24 mars 2018, le parti a été porté sur les fonds baptismaux. Ici, même à Djefa. Si on devrait, Constantin Amoussou, faire un bilan de l'existence de ce parti, qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci, monsieur Djossou. Je suis honoré d'être votre invité. Je salue tous les auditeurs et téléspectateurs sur les FM et SICA TV. C'est un honneur d'avoir à être sur votre plateau en un jour particulier pour notre parti, l'Union sociale libérale. Parce que vous l'avez si bien rappelé, il y a un an jour pour jour. En ce lieu même à Djefa, naissait l'Union sociale libérale. Une année si vite partie, une année de vie, une année faite de situations diverses, dont certaines peuvent être à l'actif de notre parti pour sa vitalité, pour l'animation que notre formation politique a apportée à la vie politique dans notre pays, pour quelquefois les difficultés qu'il a connues notre parti politique, mais surtout pour l'audace de ses militants, pour leur persistance, pour leur conviction, pour leur ténacité. Et en ce moment, je voudrais d'abord avoir une pensée de ceux de nos militants qui ne sont plus de ce monde. Et en particulier une pensée à l'endroit, à la mémoire de M. Bruno Kouagou, un de nos membres fondateurs, de nos militants les plus tenaces, un de nos candidats, rappelé à Dieu il y a quelques jours, en particulier le 12 mars dernier, alors qu'il était déjà en liste pour les élections législatives. Je voudrais à travers lui saluer nos militants de circonscription électorale dans le septentrion, Boukoumbe, Natitengou. Je voudrais avoir une pensée à tous nos militants qui, depuis lors, ont rencontré diverses difficultés, soit qu'ils aient été la cible de pression de toutes parts, de pression économique, de pression sociale, de pression politique, mais lesquels sont restés déterminés et ancrés dans la vision d'un parti qui ne s'est pas créé seulement pour être un club électoraliste, mais pour changer l'animation de la vie politique, la façon de percevoir, de vivre la démocratie dans notre pays. Je voudrais avoir une pensée particulière au président d'honneur de notre parti, M. Sébastien Attiavon, l'inspirateur de notre formation politique. Notre formation politique qui n'est pas qu'un parti, qui n'est pas un parti auquel un nom est choisi de façon hasardeuse. Un parti dont le nom est tout à la fois la conjugaison, la synthèse de la vision sociale, politique d'abord d'un homme, Sébastien Attiavon, l'Union sociale libérale. Parce que c'est un homme qui est préoccupé par l'unité de notre pays, social libéral, parce que c'est un homme dont tout le parcours rappelle tout à la fois l'ancrage dans le social, mais à côté de cela, et peut-être même en même temps que cela, la nécessité de travailler de façon ardue pour gagner le pain. Mais parce qu'il sait que nul n'a le droit d'être heureux tout seul,
la nécessité de partager une partie de son pain avec nos compatriotes et l'Union sociale libérale, parce que nous avons vocation, en tant que parti humaniste, à travailler pour que nos compatriotes du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest sentent que la politique n'est plus seulement l'instance au sein de laquelle les gens viennent seulement chercher leur pain, leur pitance, que la scène publique n'est plus seulement une scène sur laquelle des acteurs viennent parce qu'il y a à boire et à manger. Parce que l'Union sociale libérale arrive sur la scène publique pour montrer que être un acteur politique, c'est d'abord être au service de sa nation, de sa République. Et un an après, je puis être fier. Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble. Et je voudrais, avant de finir, sur ce point, rendre hommage aux militants. Rendre hommage aux responsables de nos coordinations, aux membres de nos coordinations installés sur l'ensemble du territoire national. Moi, j'ai fait récemment un tour du Bénin. J'ai été dans les 77 communes. J'ai été dans pratiquement les 546 arrondissements. Pas tous, mais quasiment tous. J'ai rencontré partout où j'étais des militants de l'Union sociale libérale. Et en dépit des difficultés que nous pouvions connaître, en dépit du fait que notre président d'honneur se retrouve avec sa famille en exil, en dépit du fait que nous avons toutes sortes de difficultés administratives, en dépit du fait que nous avons des difficultés, oui, des difficultés à même tenir des activités politiques ordinaires dans notre pays, en dépit du fait que les médias publics ne nous sont pas ouverts, en dépit du fait que nos acteurs, que nos militants sont ciblés et sont l'objet de différentes oppressions, de formes d'oppression, j'ai senti que les militants avaient encore l'ardeur, avaient la foi en la République du Bénin, en l'Union sociale libérale, en notre président d'honneur. Et tout cela est la preuve qu'en un an et demi, nous n'avons pas dormi. Vous savez, pour reprendre une formule chère au docteur Picard, médecin de célèbre nom, la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. La vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Alors, l'Union sociale libérale est fière de ce qu'elle a réussi à faire, en dépit de tout ce que l'on a tenté pour la tuer, pour l'étouffer dans l'œuvre, en dépit de tout ce qui a été déployé comme arsenal politique, comme arsenal de répression, comme arsenal d'intimidation, pour éteindre son ardeur, pour éteindre la flamme qui vivait au cœur de ces militants. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Un an, oui, un an, durant lequel nous avions connu des difficultés, oui, parce que le pouvoir en place est dans une dynamique d'empêcher les partis d'opposition de s'exprimer, d'exprimer leur discours politique, d'aller et de venir pour que, dans la pluralité de l'opinion, nos compatriotes aient librement à choisir les valeurs qu'ils veulent, à choisir les hommes et les femmes qu'ils veulent pour les représenter au sein de nos instances de gouvernance. C'est pourquoi, un an après, je peux dire que je suis fier de ce que nous avons fait et remercier tous les militants, remercier notre président d'honneur, remercier les coordinations, remercier toutes les personnes, les sympathisants, qui sont très nombreux, qui ne sont pas forcément encore membres, mais qui, plus que parfois des membres, apportent beaucoup pour l'insémination, pour l'enracinement de nos formations politiques. Faut-il retenir pour autant, Constantin Moussou, pour cette année d'existence, il y a eu plus de difficultés que de réalisations, parce qu'à vous écouter, en dépit des difficultés administratives, tout ce qui est fait pour tuer le parti dans l'œuf, on a perçu que ça, de façon concrète, si on devrait citer des choses que vous avez eu à faire à l'interne, surtout dans le processus électoral actuel qui est engagé vers les législatives, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'USL sur le terrain? Parce que d'aucuns vous diront que un an d'existence, on le tient plus que Ajavon Sébastien, le président du parti, est allé en exil, et que depuis sur le terrain, à part les congrès, les sorties, quelques-unes que nous observons, on n'a pas d'autres activités de l'USL visibles sur le terrain. Alors, visible sur le terrain, c'est relatif. Oui, il faut observer une chose. En un an, nous avons connu effectivement beaucoup de difficultés, parmi lesquelles les difficultés liées à la persécution de notre président d'honneur, et vous comprenez que ce qu'il représente pour notre parti est tel que cela ne pouvait pas manquer d'avoir d'impact sur l'animation de la vie publique et notamment sur notre concentration, sur les objectifs principaux, sur le combat politique pour nos formations politiques. Mais pour autant, il ne sera pas juste de dire que nous n'avons pas été très présents dans l'animation de la vie publique. Je vous donnerai quelques exemples. La première des choses, lorsque notre parti s'est créé, oui, il avait son bureau exécutif national, mais nous avions dans nos instances prévu que nous serons animés
de façon territorialisée à travers les divisions d'arrondissement. Et parfois, à la hauteur des arrondissements, sans leur taille, nous avons subdivisé en plusieurs pour avoir des cellules de proximité qui fonctionnent. Parce que nous savons, parce que nous avions fait l'expérience politique, parce que nous avons fait l'expérience des élections présidentielles, que nous avons compris que le noyau de base, le plus petit noyau de base est parfois le plus efficace. Et c'est plutôt, au lieu d'aller du sommet vers le bas, en remontant de la base vers le sommet, que l'on peut le plus être à même de faire vivre toutes les cellules de notre formation politique, faire vivre les cellules, ne pas les laisser mourir. Et dans ce sens, je vous ai dit que nous avons installé nos coordinations de localité. Nos coordinations de localité tiennent des séances régulières, selon que cela est prévu par notre formation, par les statuts et règlements intérieurs. C'est vrai que, par moment, nous avons pris le pari d'être discret dans certaines actions, parce qu'il a suffi que quelques acteurs politiques, et parfois des hommes publics et d'autres fois des acteurs économiques, mais inscrits en politique, se soient affichés comme des militants ou des membres des coordinations de l'Union sociale libérale pour se voir la cible de différentes formes de persécution, de différentes formes de tourments de toutes sortes. Et de cela, et nous avons par moment, oui, pris le pari d'aller de façon discrète, de faire un travail de fourmine. C'est pourquoi les élections législatives qui pointent à l'horizon il aurait dû être l'occasion pour nos compatriotes, pour nos adversaires politiques, pour le peuple béninois d'évaluer les formations politiques et de laisser lieu à observer que l'Union sociale libérale, certes, n'a que 1 an, mais qu'un travail, un travail de fourmi a été abattu et que nous sommes installés partout. Nous avons une forte adhésion de nos militants, des compatriotes, et nous avons l'assurance, en voyant d'ailleurs, et ces derniers temps, si vous avez suivi pas plus tard qu'hier, le président d'honneur s'était adressé aux militants de la circonscription électorale. La semaine d'avant, le week-end d'avant, il s'était adressé aux militants de la 15e. Le week-end d'après, le week-end prochain, ce sera une autre coordination. Et donc, enfin, une autre circonscription électorale. Et donc, oui, ce travail se fait. Beaucoup de travail s'abat parfois à l'ombre des caméras, parce que, par moment, nous avons estimé que dans le contexte politique actuel, il y avait lieu de plus en plus de travailler de façon discrète, pourvu que nous vérifions le degré de fonctionnement, de fidélité, d'engagement, d'existence, de vitalité de nos structures. Et nous sommes assurés que bientôt, lorsque la campagne sera lancée, chacun, y compris vous, aurez l'occasion de constater que l'Union sociale libérale est un parti fortement ancré, bien mobilisé à travers l'ensemble du territoire national, avec des militants qui sont fidèles, qui sont loyaux au parti et qui sont déterminés, quelles que soient les circonstances, à travailler pour faire honneur à l'Union sociale libérale, à son président d'honneur et à toutes les personnes qui ont, disons, le privilège de croire à cette formation politique, à ses valeurs. Pour résumer, une année d'ancrage sur le territoire national, une année de difficultés aussi, des difficultés qui n'ont pas manqué. L'Union sociale libérale qui est née, on vous fait le reproche de ne pas avoir en votre sein des hommes politiques expérimentés et que face à l'actualité politique, vous posez quelques actes, vous pêchez dans les actes que vous posez et qui renforcent l'opinion de ceux-là qui estiment que, bon, excusez que j'utilise le terme, que ce sont des inexpérimentés politiques qui sont retrouvés. Merci. Je voudrais aimer que vous fassiez allusion à un acte que vous-même, par exemple, vous avez pu trouver un acte inexpérimenté. Moi, je ne suis pas politicien, je suis journaliste. Voilà. Donc, je vais vous dire, nous sommes une jeune formation politique. Nous le reconnaissons, nous l'assumons. Nous sommes une jeune formation politique. Nous le reconnaissons, nous l'assumons. Dans la jeunesse, il y a des qualités. Dans la jeunesse, il y a des défauts. Dans la jeunesse, il y a des qualités qui sont des qualités d'enthousiasme, de volonté de faire autrement, de volonté de s'implanter. Dans la jeunesse, il y a des défauts. Comme vous avez dit, des défauts, oui, d'inexpérience, parce que nous ne pouvons pas considérer que nous avons atteint l'expérience des formations politiques qui ont 30 ans. Mais il faut regarder les choses de près et voir si, dans les actes qui ont été posés par l'Union sociale libérale à ce jour, il y a quelques actes que l'on pourrait qualifier d'actes inexpérimentés. Bien au contraire, vous devriez être surpris d'observer que parmi toutes les formations politiques de l'opposition, l'Union sociale libérale a été la seule de l'opposition à avoir été capable de déposer son dossier régulièrement. Selon les indications que nous avions eues, nous n'y prêtons pas forcément foi.
les journalistes, la presse, les réseaux sociaux avaient donné écho à ce que certaines formations politiques seraient venues déposer les dossiers après l'heure. Évidemment, ça a été démenti. Mais ce n'était pas le cas de l'Union sociale libérale. Et dans tous les cas... de la fameuse nuit à la Sénat. Oui, voilà. Et donc, l'Union sociale libérale était parmi les formations politiques qui ont franchi toutes les étapes jusqu'au dépôt de leur dossier régulièrement, conformément... Sans avoir le certificat de conformité. Qui n'existe nulle part, qui n'existe pas dans la loi. Nous sommes une formation politique très respectueuse de la loi, très respectueuse de l'état de droit. La charte des partis politiques, le code électoral, aucun de ces textes n'a disposé nulle part de quelques documents qui est à s'appeler certificat de conformité. Et ce, d'autant plus que la Sénat elle-même, dans la liste des pièces qu'il faut fournir pour être candidat, pour déposer les candidatures aux élections législatives, a précisé toutes les pièces sans jamais citer le fameux certificat de conformité. Il a fallu que par le jeu de gymnastique, la Cour constitutionnelle sorte cette pièce supplémentaire en violation de l'esprit de la loi. Parce que la vocation de la Cour constitutionnelle n'est pas de légiférer à la place du législateur. Sa vocation est de réguler. Et lorsque une disposition a été prévue par une loi, en droit de façon minimale, on appelle ça parallélisme des formes, c'est pas une autre loi qu'elle peut être modifiée, qu'elle peut être changée. Et donc, lorsqu'une pièce n'a pas été prévue par la loi, aucune instance autre que la loi ne peut la rajouter. À partir de ce moment, c'est l'Union sociale libérale qui est dans son droit d'avoir reçu toutes les pièces qui étaient prévues par la loi, d'avoir déposé son dossier régulièrement, y compris en payant la fameuse caution de 249 millions. Si vous avez pu déposer le dossier, je le vous appelle. Permettez, Constantin Monceau, il paraît que c'est parce que vous n'avez pas voulu suivre le mot d'ordre de l'opposition que vous êtes allé déposer vous les dossiers et que les autres partis de l'opposition c'était entendu. D'abord, deux choses. Il n'y a jamais eu un mot d'ordre commun entre les partis de l'opposition pour ne pas les déposer. Je vous dis encore, il n'y a jamais eu un mot d'ordre commun. Et tout le monde était surpris, y compris quelquefois des militants de certaines formations politiques, des responsables au sommet de certaines formations politiques, d'apprendre que leur parti n'avait pas déposé leur dossier. Mais je ne suis pas là pour parler des autres formations politiques. Je vais vous dire que l'Union sociale libérale, en tout cas, n'a pas été associée à une dynamique collective de refus de dépôt des dossiers. Parce que nous étions dans la logique de dire, si nous pensons que nous sommes dans notre droit, si nous pensons que nous sommes dans le respect de la loi, nous devons aller jusqu'au bout. Et imaginez, vous savez, l'Union sociale libérale est la fonction politique qui a sauvé le processus électoral dans notre pays. Vous savez pourquoi? Comment ça? Vous savez pourquoi? Pour ceci, justement, que si, comme les autres formations politiques de l'opposition, l'Union sociale libérale n'était pas allée déposer son dossier de candidature, eh bien, nous n'en serions pas là, parce que les gens seraient à dire, on ne peut pas obliger les formations politiques de l'opposition à aller aux élections. Ils disent qu'ils étaient dans leur droit en ayant tous les papiers. Est-ce qu'ils ont déposé le dossier et la Sénat a rejeté? Est-ce qu'ils ont déposé le dossier et la Sénat, qui doit respecter la loi, a dit oui, vous respectez les documents, les pièces administratives voulues par la loi, mais moi je vous reviens pour une autre pièce supplémentaire. C'est pour cela qu'il était nécessaire, non pas seulement pour l'Union sociale libérale, mais pour toutes les formations politiques de l'opposition, de déposer régulièrement et de disposer. Parce qu'en réalité, quand on veut ruser avec vous, il faut aller jusqu'au bout de la logique de celui qui voudrait ruser pour offrir la preuve à la population que vous êtes acquitté de vos devoirs de façon régulière. C'est aussi pour cela que l'Union sociale libérale s'est acquittée de toutes les formalités administratives ainsi que requises par le ministère de l'Intérieur dans le cadre de la reconnaissance des formations politiques. C'est aussi pour cela que nous avons de façon méticuleuse mis en observation disons, tous les reproches qui nous ont été faits par le ministère de l'Intérieur, que nous avons corrigé tous les reproches qui nous ont été faits, que nous avons de façon méticuleuse examiné notre dossier pour voir si nous étions conformes à toutes ces observations avant de les déposer. Mais nous avions été surpris de constater que alors même que nous avions fait cela, et que même parfois, des bruits de couloir nous parvenaient sur ce que tous les dossiers étaient bons, que nos dossiers étaient désormais bons, et que ce n'était qu'une question de scienture d'avoir notre fameuse
notre fameux certificat de conformité. Mais enfin, nous aurions voulu, dans notre récépissé de reconnaissance, que nous avions une notification à 24 à 48 heures du dépôt des dossiers de non-reconnaissance de notre formation politique. Donc vous comprenez que l'Union sociale libérale aujourd'hui est la formation politique qui a posé les actes les plus majeurs possibles. C'est pour cela que je suis surpris quand j'entends dire que nous sommes une formation politique. Je vais vous dire deux choses encore. Voyez-vous, jusqu'à ce jour, l'Union sociale libérale a marché de façon cohérente. Tous les actes qu'elle a posés sont dans une certaine cohérence. Quand il s'est agi pour elle de se constituer, elle a respecté strictement les conditions de constitution selon l'ancien charte des partis politiques. Quand il s'est agi pour elle de se mettre en conformité, elle a fait de façon rigoureuse. Quand bien même nous avons des réserves à porter sur la loi, elle n'a pas résisté, elle s'est conformée. Quand il s'est agi de déposer les dossiers, elle a décidé de respecter la loi. Parce que dans un état de droit, comme c'est le cas pour notre pays, c'est la loi qui est la référence. C'est pourquoi je dis qu'il faut observer comment le Bénin fonctionne aujourd'hui et se demander si nous sommes toujours dans un état de droit, si nous ne sommes pas par hasard tombés à notre insu dans un état de roi, parce que par opposition à l'état de droit, l'état de roi, c'est la volonté du chef qui fait office de loi. Et c'est ce dont nous avons le sentiment. Parce qu'il suffit de regarder les dossiers des différentes formations politiques, y compris, je vous donne un petit exemple, le Parti de Renouveau démocratique. C'est une formation politique qui existait sous le coup de l'ancienne charte des partis politiques. Donc, comme l'Union sociale libérale, c'est un parti politique qui ne s'est pas dissous avant de partir de ses membres fondateurs initiaux à 1155 membres fondateurs. Le PRD ne s'est jamais dissous. Mais l'on a reproché à l'Union sociale libérale de ne s'être pas dissoudre avant de passer de 720 membres fondateurs initiaux à 1155 membres fondateurs. Et on a estimé qu'à partir de cet instant que l'Union sociale libérale n'était pas en règle. Pourquoi l'Union sociale libérale serait exactement dans le même cas que le PRD? Pourquoi le PRD pourrait avoir? Et cela nous a permis de savoir le jeu qui se faisait. Parce que quand même on a cru que c'était une boîte noire, vous savez, vous suivez un peu les films de temps à autre, je le suppose, les films criminels, vous savez qu'un crime n'est jamais parfait. Un crime n'est jamais parfait. Et pour que le crime ne soit parfait, il a fallu qu'on arrive au niveau de la Sénat pour découvrir que les formations politiques à qui on a délivré des certificats de conformité au prétexte qu'elles étaient irréprochables, ont commis des fautes banales, des fautes alors particulièrement graves sur lesquelles on peut se demander comment des formations peuvent avoir été capables, y compris le bloc républicain, y compris l'Union progressiste et en particulier le PRD, comment peut-on avoir été capable de plus difficile pour passer de l'étape du ministère de l'Intérieur à la Sénat pour n'être pas capable de plus simple? Comment ont été capables de fournir 1155 dossiers au moins de façon régulière, rigoureuse, sans la moindre faille? Et comment est-on arrivé à fournir 66 dossiers avec autant de failles qui ont été relevées? Nous n'aurions pas su cela, nous n'aurions heureusement pas su cela, nous n'aurions malheureusement peut-être pas su cela, si heureusement il n'y avait pas le parti d'un des commissaires, le parti du père d'un des commissaires au sein de la Commission électorale nationale autonome, et si cette formation politique n'était pas elle-même frappée par discrimination. C'est comme si vous insinuez que c'est grâce à ce commissaire-là que ce qui a été su a été su. Non, il y a deux choses. Moi, je vais vous dire quelque chose. Non, moi, je vais vous dire ceci. Je vous dirai ceci. Un, les délibérations ont été faites au niveau de la Cour et de la Commission électorale nationale autonome. Et première chose, est-ce qu'un représentant délégué par un parti, peut accepter que son parti soit brimé et ne pas avoir à l'esprit de fournir l'essentiel de l'information afin que son parti s'en serve de bon droit? C'est-à-dire que je pose une question. Je suppose que l'Union sociale libérale avait été représentée au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Que j'avais été le représentant de l'Union sociale libérale au sein de la Commission électorale nationale autonome. Je n'aurais peut-être pas besoin de dire, parce qu'après, il y a les nuances de droit, de faire savoir que telle personne, ou je serai la personne qui portera l'importance. Mais il y a une vérité. Si je sens que mon parti est brimé, je suis en droit, parce que c'est lui qui m'a envoyé là,
de lui faire droit. Et là, jusqu'a présent, même sur les fameux dossiers que l'on est en train de citer... Ce ne sont pas les commissaires qui ont fait le travail technique. Le travail technique a été fait par une équipe de cadres de la Sénat. Et ceux-là peuvent détruire les rapports, surtout parce que ce qu'on reproche, ce qui a été révélé a été souligné au niveau de l'étude technique. Je suis d'avis. Freddy Ngoyi disait la dernière fois à la Sénat, pour ne pas le nommer, que le document qu'on suppute, qu'on suppose que c'est lui qui aurait balancé ces documents, les documents-là, que ces documents se trouvent également dans les mains des autres commissaires et des personnes qui ont fait le travail. Je suis d'accord avec vous, je prends en considération. Oui, je suis d'accord. Je prends en considération. Moi, ma vocation ici n'est pas de dire que c'est le commissaire INS qui aurait fourni les informations. Mais j'ai juste voulu considérer que peut-être, ça a dû contribuer à la manifestation de la vérité. Mais se peut-il que je sois sur une mauvaise piste et que la bonne piste soit celle que vous indiquez, à savoir... C'est pas parce qu'on a fait je suis d'avis, je suis complètement d'avis. On a sorti de là, Constantin Amoussou, pour parler de la partition que joue l'Union sociale libérale dans ce processus électoral. Nous allons vers les législatives. L'Union sociale se retrouve avec les partis de l'opposition à défendre certains points, que ces partis-là exigent des points qui n'ont pas été obtenus jusqu'ici. Je parlais tout à l'heure de cette initiative qu'on vous reproche, vous vous êtes expliqué par rapport au dépôt des dossiers. Au sein de cette opposition, quelle est la voix que vous portez? Quel est le rôle que vous jouez dans le dénouement de cette impasse, pour qu'on sorte de cette impasse législative? D'abord, l'Union sociale libérale est une formation politique préoccupée par l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Quand on est préoccupé par cela, on recherche de façon prioritaire toutes les voies pacifiques pour sortir de crise. C'est donc pour cela que l'Union sociale libérale joue pleinement sa partition dans le cadre du dispositif de sortie de crise présidé par le président de l'Assemblée nationale. Mais nous disons une chose. Nous disons très clairement que Aujourd'hui, l'un des principaux problèmes que nous avons dans le processus électoral, c'est d'abord, la confiscation des quitus fiscaux. Deuxième, la confiscation des certificats de conformité. Pourquoi parlez-vous de confiscation pour les quitus fiscaux, par exemple? Pour les quitus fiscaux. Quelqu'un de votre parti aurait rempli toutes les conditions et n'aurait pas reçu ce quitus? Nous avons un certain nombre de nos militants qui remplissent entièrement les conditions, dont la situation fiscale est à zéro et qui n'ont pas eu leur quitus fiscaux à ce jour. Et si cela est faux, nous mettons au défi le président, enfin du moins le directeur général des impôts pour dire le contraire. C'est de ça qu'il s'agit. Ça fait longtemps que nous sommes en train de dire cela et personne ne veut nous contester. Oui, il n'est peut-être pas nécessaire de citer nommément les noms des militants de nostalgie. J'allais vous le demander parce que c'est facile de le dire comme ça et de s'en aller constantement. Oui, nous ne le ferons pas parce qu'il faut aussi protéger l'identité de nos militants qui ont un certain nombre de difficultés à partir avec la loi et avec les institutions de notre pays en ce moment. Je dis de façon responsable sur ce plateau, de façon solennelle sur ce plateau, que nous avons des militants, pas n'importe lesquels, qui sont à jour de tous leurs impôts, et qui à ce jour n'ont pas eu leur quittance. Et je vais vous dire qu'ils n'ont pas eu leur quittance fiscale. Et je vais vous dire, savez-vous que certains de nos militants à jour ont dû, sur plusieurs jours, aller, revenir, repartir, revenir, ont dû même parfois payer des impôts qui ne leur sont pas imputables parce qu'on s'est trompé alors que le quitus fiscal est délivré sur la base de votre identité fiscale unique et que même si quelqu'un d'autre s'appelle Constantin Amoussou comme moi, il ne porte pas forcément, il ne peut pas porter la même identité fiscale unique que moi. Qu'en considération de cela, on ne peut même pas m'imputer ses biens et donc ses impôts. Qu'on l'a fait et que cependant nos militants ont été disposés à aller jusqu'à payer cela pour ne pas rentrer dans un contentieux qui les empêcherait d'avoir leur quitus fiscal. Et que même pour cela, jusqu'à 23 h le jour du dépôt des dossiers, nos militants étaient encore en train de grouiller au niveau de la direction des impôts pour avoir leur quitus fiscal. Et cela renforce la crainte que nous avions eue dès le début. Lorsque le quitus fiscal a été institué, je vous dis, moi je suis un énac de formation. En finance publique, on nous a appris, et c'est une formule de Gaston Diaz, l'état des charges, il faut les couvrir. L'état des charges, il faut les couvrir. C'est le fondement des impôts. Parce que l'État est une entité qui ne peut se mouvoir par lui-même. Parce que notre nation ne peut se mouvoir par elle-même. Il est important que par leur contribution, les citoyens offrent à l'État les moyens
de se construire, de se bâtir. C'est pourquoi on dit qui paie ses impôts bâtit la nation. C'est pour cela que l'Union sociale libérale, qui est un parti qui a une grande vocation citoyenne et qui d'ailleurs au niveau de son école travaille à enraciner l'esprit citoyen au sein de ses militants, a insisté sur le fait que chacun de ces citoyens devait payer l'intégralité de ses impôts pour être en état d'avoir son quitus fiscal. Parce que pourquoi? Parce que justement, pendant de longues années, le président de l'Union sociale libérale a été le numéro 1, le premier contributeur, tant au cordon douanier qu'au cordon fiscal, qu'au niveau des impôts, qu'au niveau du fisc. C'est connu. C'est dans l'autorité publique. Il recevait chaque année des reconnaissances officielles du service des douanes pour avoir été, pour cette année-là encore, pour chaque année depuis de longues années, le premier contributeur au cordon douanier et le premier contributeur aux impôts. Il donne l'exemple. Il a donné l'exemple à ce jour. Et donc, nous ne pouvons pas être militants du même parti, du parti inspiré par cet homme, ne pas payer nos impôts. Ne pas payer nos impôts. Nous sommes un parti d'exemple sur cela. C'est pour cela que nous sommes d'accord avec le fait que lorsque des citoyens veulent aller aux élections, il faut qu'ils donnent la preuve qu'ils paient les impôts. Mais lorsque le quitus fiscal a été institué, le contexte dans lequel il a été institué nous a fait douter de sa sincérité, de la sincérité du but recherché. Vous savez, quand on dit une réforme, il faut interroger le but de la réforme. Lorsque le but de la réforme est clair, s'il est économique, s'il est social, il faut applaudir. Mais lorsque vous pouvez soupçonner que le but pourrait être politique, il ne faut pas. Parce qu'en ce moment, vous allez vous laisser piéger. Et lorsque vous voyez à ce qui se passe sur le quitus fiscal, quand on a dit que c'est le directeur général des impôts tout seul qui allait signer le quitus fiscal, nous nous étions levés en ce moment en disant qu'est-ce qui était caché. Vous savez pourquoi? Parce que le directeur général des impôts dont on disait que c'est lui qui délivrerait les quitus fiscaux pour les candidats aux élections, on n'a pas dit pour tous les citoyens, mais pour les candidats aux élections, était plaignant contre M. Sébastien Adjavon, président de notre parti, aux impôts, enfin au tribunal, devant les juridictions, justement pour des questions liées au fisc. Et donc nous avons considéré que si c'est la personne qui est plaignante contre notre président d'honneur sur les questions liées à la contribution fiscale, qui va signer tous les quitus fiscaux, c'est que on crée déjà le contexte pour que lui ne signe pas personnellement pour notre président qui serait visé. Aujourd'hui, oui, peut-être pour cela, le président Sébastien Adjavon s'est sacrifié en faisant tout ce qu'il faut pour tout le monde, mais en ne se présentant pas lui-même. Quand bien même on sait que s'il avait été candidat lui-même dans n'importe laquelle session électorale, il aurait été une locomotive, une telle locomotive qui traînerait dans son élan, qui entraînerait dans son élan l'élection, mais de beaucoup plus d'élus. Et pourtant, il a été capable de se sacrifier parce qu'il sait que s'il requiert cette pièce-là pour le moment, on passerait par des situations de diversion pour ne pas la le délivrer. Et donc, les quitus fiscaux qui essaient d'être confisqués, qui soient libérés. Alors, si ceux qui ont demandé, parce qu'à un moment donné, nous allons publier la liste de nos militants. Nous allons publier la liste de nos militants qui sont à jour de la situation fiscale à zéro et qui n'ont pas eu les... Nous allons publier ça bientôt. Je vous le dis ici. Ensuite, dit là-dessus que pour ce qui concerne la seconde pièce, le certificat de conformité, et c'est une exigence de l'Union sociale libérale, comme d'ailleurs les autres formations de politique de l'opposition, il faut la libérer. Il faut la libérer. Parce que depuis que ce débat a commencé, j'ai eu en face de moi, dans des débats autant sur les plateaux de télévision, sur les stations radio et parfois sur les réseaux sociaux, des gens qui disent « conformez-vous, conformez-vous ». Et depuis qu'ils disent ça, je leur dis « donnez-moi l'article de loi de la charte des partis politiques auquel l'Union sociale libérale ne s'est pas conformée. » Et personne n'a été capable de me répondre à cette question jusqu'à ce jour. Qu'on me donne un seul article, auquel nous ne sommes pas conformes. Quand on dit on n'est pas conforme à quoi? Mais à la loi, non? Mais si vous dites que je ne suis pas conforme à la loi, vous devez être en mesure de me dire, voici l'article de la loi auquel tu n'es pas conforme. Personne n'a été capable de nous donner à ce jour l'article ou de la charte des partis politiques ou du code électoral auquel l'Union sociale libérale, pas plus que les autres formations de politique de l'opposition, ne sont conformes. Donc vous comprenez très bien que nous sommes dans un chemin de réussite. Je ne pas avoir sorti Sébastien Germain Adjavon du parti, il reste président d'honneur alors qu'il aurait été condamné. Je vais vous dire deux, trois choses. Bon, là, nous ne sommes pas dans le code électoral de la charte des partis politiques, nous sommes dans les principes généraux de droit, n'est-ce pas? Et peut-être aussi, oui, sur la condamnation, oui, le code électoral, oui, en partie, en ce qui concerne la candidature, l'effectivité ou la posture de candidature pour les personnes qui sont
qui sont sous le coup d'une condamnation. Un, M. Sébastien Adjavon n'est pas candidat. Premièrement. Vous suivez? Deuxièmement, M. Sébastien Adjavon n'est même pas membre de l'Union sociale libérale. Et parmi les dossiers que nous avons fournis pour la mise en conformité de nos façons, il n'y a pas M. Sébastien Adjavon. Il n'y a pas M. Sébastien Adjavon. Maintenant, oui, les présidents d'honneur de nos formations politiques, est-ce que le président d'honneur est-ce que la loi interdit que le président d'honneur soit une personne éventuellement sous le coup d'une condamnation? Nulle part dans la loi cela n'existe. Premièrement. Deuxièmement, la condamnation n'existe pas. La condamnation de M. Sébastien Adjavon n'existe pas. Et vous le savez très bien. Je sais que vous me posez la question pour me donner l'occasion de répondre à nos compatriotes qui ne comprennent pas ce qui se passe. Vous savez, dans un état de droit, les juridictions fonctionnent normalement. Quand les juridictions fonctionnent, lorsque vous avez été condamné, si vous ne faites pas d'appel et que les délais d'appel passent, oui, la condamnation est définitive et même la mention de cela sera faite dans votre casier judiciaire. Mais quand, en revanche, vous avez reçu une condamnation et que vous avez interjeté appel à l'un des niveaux, et ici à la Cour suprême, contre la condamnation qui a été prononcée contre vous, c'est le cas de M. Sébastien Adjavon, contre la condamnation qui a été prononcée à la Criette, vous êtes réputé innocent. Et c'est d'autant plus vrai, je le répète, que l'administration judiciaire de notre pays a délivré en janvier 2019, cette année-ci, un casier judiciaire vierge à M. Sébastien Adjavon pour indiquer qu'il n'était sous le coup d'aucune condamnation. Donc pour revenir à cette question-là, M. Sébastien Adjavon n'est sous le coup d'aucune condamnation. Et je pourrais ajouter à l'ensemble des éléments qui valident cet argumentaire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a fait injonction à l'État béninois de suspendre l'exécution de la peine. Et donc, une instance supranationale, comme il est de devoir pour les États qui sont sous le coup de cette juridiction, en tout cas de cette juridiction supranationale, de respecter les directives, de respecter les injonctions qui sont faites par cette juridiction. Et là, encore, comme dirait Patrice Talon, un État qui ne fait pas les décisions de justice est un État voyou. Un État qui ne fait pas les décisions de justice est un État voyou. Ce qui veut dire que, plutôt que d'instaurer l'État de droit, de renforcer l'État de droit, ainsi que le chef de l'État l'a inscrit dans son projet de société, il a contribué à renforcer de notre pays l'image d'un État voyou. C'est regrettable. C'est regrettable. Et si j'avais été M. Sébastien Adjavon, je porterais plainte contre le ministre de l'Intérieur. Je porterais plainte contre le ministre de l'Intérieur qui, sachant que M. Sébastien Adjavon s'est pourvu devant la Cour suprême contre la décision d'ailleurs fantaisiste qui a été prise à son encontre lors d'un procès expéditif à la Criette, a néanmoins mentionné qu'il était sous le coup d'une condamnation. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation. Si j'avais été à la place de M. Sébastien Adjavon, j'aurais été en état de me pourvoir en justice contre toutes les personnes qui, à tue-tête, chantent que M. Sébastien Adjavon serait sous le coup d'une condamnation. Je me serais pourvu en justice contre toutes les personnes qui chantent que M. Sébastien Adjavon aurait fait tel ou tel autre trafic, parce qu'il est réputé innocent et chacun le sait dans le dossier, dans l'espèce, que rien ne s'est passé, c'est cousu de fil blanc, d'autant que la justice béninoise a vidé ce dossier d'ailleurs. Et si nous n'avions pas été dans la perfidie, dans la perversité, au point d'aller créer une juridiction de toutes pièces, rien que pour régler cette situation, parce que nous voulons nous débarrasser d'un adversaire politique gênant, tout le monde sait que ce dossier était réglé définitivement. Mais nous ferons droit à notre pays, nous allons ressusciter la démocratie, nous allons suturer cette plaie immonde qui est en train de détruire l'image de notre pays, nous allons redorer le blason de notre pays, nous allons coudre les lèvres de cette plaie, nous allons travailler à cela. Et c'est pour cela que l'Union sociale libérale veut envoyer à l'Assemblée nationale des gens brillants, des gens intègres, des gens déterminés, des gens de conviction. On ne connaît pas encore la liste jusqu'ici. Hein. On a vu circuler les candidats d'autres partis politiques, mais l'Union sociale libérale, c'est difficile de savoir de la première à la dernière circonscription électorale qui sont les candidats positionnés, tête de liste, après suppléants. Oui. Pourquoi cette énigme, pour ainsi dire? Pourquoi ne pas sortir publiquement, comme les autres, la liste des candidats du parti USL? Les candidats, les personnes concernées savent si elles sont sur la liste
et la position à laquelle elles sont sur la liste. Les électeurs aussi veulent savoir qui sont sur la liste. Les électeurs, chaque chose, oui, je suis d'avis, chaque chose en son temps. Je vais vous dire, vous savez très bien que la question des positionnements est la question la plus difficile au sein de la formation politique. Vous le savez. Du moins, donc il faut cacher ça. Non, on ne cache pas. Je vais vous dire ce qui se passe. Je vais vous dire, nous n'avons pas de langue de bois. Lorsque vous êtes dans un environnement comme celui-là, où on crée des verrous successifs. On a institué le verrou de quitus fiscal. Vous ne savez pas combien de personnes, éventuellement, parmi vos candidats auront le quitus fiscal. Là où il fallait que vous présentiez au total suppléants et titulaires 8 candidats, vous pouvez, et vous avez raison de demander à 20 candidats potentiels que vous présélectionnez parmi les personnes qui manifestent leurs intentions et que le parti pense à même de porter la candidature, oui, d'envoyer leur dossier. Vous voyez? Et donc, si nous recensons 20 dossiers, et que finalement, peut-être, supposons que nous ayons eu 15 quitus fiscaux, nous avons 8 places à pourvoir. Vous savez que les 15 personnes ne peuvent pas être sur les 8 places. Donc, nous allons sélectionner encore et avoir 8 personnes sur les 15. Ensuite, quand nous avons 8 personnes sur les 15, il faut les titulaires et les suppléants. Nous sélectionnons entre les titulaires et les suppléants. Et ça, c'est une commission qui fait ce travail. Cette commission fait ce travail. Savez-vous, quand on fait ce travail, qu'on finit par faire le classement, tout le monde ne peut pas être content. C'est clair. Tout le monde ne peut pas être content. Et on a des grincements de temps. Je crois que c'est à cela que vous faites écho, parce que des gens croyants, on aurait appris que celui-ci n'est pas à telle position, tel autre n'est pas sur la liste. Mais la vérité, c'est que lorsque nous sommes dans une formation politique, dans un parti politique, on ne se bat pas plus pour soi que pour la formation politique. Je vous donne, oui. Ceux qui ont été écartés, vous puissiez leur dire qu'ils ont été écartés. Comme militants, vous puissiez dire désormais, on a fait tout le travail, hein, tout le monde ne saurait être sur la liste. Mais voilà ce que nous avons pu retenir. Voilà ceux qui y vont. Le temps pour vous de gérer le mécontentement après. Mais quand vous cachez la liste, n'est-ce pas une manière de retarder le mécontentement? Parce que plus tard, vous sortirez la liste et quel que soit le moment. Je peux vous assurer d'une chose. Si ne sont pas circonscription, nos militants qui sont sur la liste savent qu'ils sont sur la liste et ils savent à quelle position ils sont sur la liste. Les électeurs sauront. Mais chaque chose dans son temps. Le parti peut encore avoir le privilège de décider du moment où il procédera à la diffusion de sa liste. Nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres. L'Union sociale libérale a son mode opératoire. Je vais vous dire, vous voyez, quand on dit, on cache à des militants éventuellement l'idée qu'ils ne figurent pas sur la liste alors qu'ils s'attendaient à être élus sur la liste, à être titulaire ou à être candidat sur la liste, est-ce que quelqu'un, mieux que le président d'honneur, qui est l'inspirateur, je n'ai pas dit propriétaire, l'inspirateur de ce parti politique, n'aurait pas dû vouloir être sur la liste, même s'il ne veut pas siéger? Mais est-ce que comme pour être la locomotive qui va entraîner les autres wagons dans son élan, il aurait pu vouloir, il a dit, je ne me présente pas. Il aurait pu dire, je ne me présente pas, mais comme il faut que mes intérêts soient assurés, je mettrai mon épouse sur la liste dans telle condition électorale. Il ne l'a pas fait. Et pourtant, on sait que c'est peut-être la personne, la première personne, la personne de confiance totale. Personne mieux que celle-là ne pouvait capitaliser sa confiance. Il aurait pu dire, je mettrai mes enfants tête de liste parce que au moins je sais qu'ils ne me tromperaient pas. Il ne l'a pas fait. Personne ne s'est demandé pourquoi lui a été capable de faire ces sacrifices. Il a fait ces sacrifices parce qu'il croit au parti. Parce qu'il croit que le parti va au-delà de sa personne. Il a quand même Joël Ajavon qui est sur la liste. Et à défaut de lui, à défaut de sa femme, à défaut de ses enfants, il y a son frère. Je vais vous dire deux choses. Je suis d'accord. Mais vous voyez, Joël Ajavon est le délégué général de notre parti politique. Il a été élu à ce poste par les militants. Par les membres fondateurs de notre parti. Est-ce que ces membres fondateurs avaient le choix? Mais comment n'aurait-il pas pu avoir le choix? Il faut un homme de confiance. Je vous dis, M. Sébastien Adjavon n'est pas le propriétaire de l'Union sociale libérale. M. Sébastien Adjavon n'est pas le propriétaire. Il n'est que, oui, il en est l'inspirateur, avec d'autres. Puis cette volonté, puis ces valeurs ont été portées par des milliers, des dizaines de milliers de nos compatriotes à l'occasion du congrès qui s'est tenu il y a maintenant 1 an. C'est le congrès et personne ne l'a contesté à ce jour. C'est le congrès qui a porté M.
M. Adiavon, Joël comme le président de notre formation politique. Deuxièmement, M. Joël Adiavon, à ce jour, n'a jamais été contesté dans la façon dont il gère notre formation politique. Et enfin, notre loi ou les textes fondamentaux de notre formation politique n'ont pas dit que quand on s'appelle Adiavon, on ne peut pas être candidat. Est-ce que vous comprenez? Les textes de l'Union sociale libérale n'ont pas dit que si quelqu'un s'appelle Adiavon, il ne peut pas être candidat. Oui. Et donc, M. Sébastien Adiavon, comme moi, pourquoi pourrais-je penser que moi, Constantin Amousso, je peux être candidat? Pourquoi moi, Constantin Amousso, je suis candidat sans avoir même été membre fondateur? J'ai rejoint le parti après sa création. Et pourquoi M. Joël Adiavon, qui en est le premier responsable, qui coordonne tout cela, qui fait tout le travail difficile, qui fait tous les arbitrages difficiles, qui coordonne tout ce qui se fait au niveau du parti, pourquoi lui ne devrait pas aspirer à être candidat du parti, encore que les positionnements n'ont pas été faits par M. Sébastien Adiavon. Ils ont été faits par une commission, même s'il a un droit de regard sur ce qui se fait pour voir si cela correspond avec les valeurs et avec la vision qu'il porte pour avoir été l'inspirateur de cette formation politique. Donc, oui, M. Joël Adiavon. Mais quel autre membre de la famille? Imaginez quelqu'un comme Gerardo Gomez, secrétaire général adjoint aux questions stratégiques du parti. Regardez comment il est dévoué au service du parti. Regardez comment il est resté dévoué à ce jour au service du parti. Regardez comment il se dépense, comment il dépend de l'énergie pour le parti politique. Monsieur Gerardo Gomez n'est pas parmi les candidats du parti, n'est pas sur la liste du parti pour les élections, pour une raison ou pour une autre. L'avez-vous entendu grogner quelque part? L'avez-vous entendu grogner quelque part? Pourquoi lui, il peut accepter sportivement ce qui lui arrive? Parce qu'il croit que le parti est plus grand que lui-même. Parce qu'il croit que le bonheur, parce que le bien du parti, parce que ce qui emporte les intérêts du parti est encore plus grand que ce qui peut emporter ses intérêts personnels à lui. Il paraît que dans le parti, vous n'écoutez personne. Vous n'écoutez pas les avis, vous n'avez que votre volonté qui passe. Quand je dis vous, c'est ceux qui dirigent le parti sans concertation. Vous prenez des décisions que vous faites appliquer aux gens, ce qui fait des mécontents. Vous savez, une formation politique, c'est une pyramide, une pyramide du sommet à la base. Le sommet est toujours plus restreint que la base. Quand nous avons des pyramides renversées, ça donne l'anarchie. C'est-à-dire que si ceux qui doivent décider sont plus nombreux que ceux à qui la décision doit s'appliquer, vous comprenez que c'est la hiérarchie. Une partie qui s'est fondée avec plus de 100 000 membres. Plus de 100 000 membres. Vous pensez que pour chaque réunion, nous allons réunir les 100 000 membres, chaque décision, il y a les pouvoirs qui ont été dévolus aux instances du parti. Lorsqu'il s'agit de décisions donc, qui relèvent du bureau exécutif national, Constantin Amousso n'est pas membre du bureau exécutif national. Je ne suis pas associé à cela et je ne peux pas m'en frustrer. Parce que je ne suis pas membre de cette instance. Peut-être que demain, peut-être que dans 4 ans, dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, je serai membre de cette instance. Et en ce moment, si une décision se prenait sans que je ne sois associé, je serai dans le droit de dire oui, je suis membre et on a marché sur mes droits. Tant que ce n'est pas le cas, ceux qui ont été installés par le Congrès il y a 1 an sont encore là. Des décisions relèvent de leurs compétences. C'est à eux de le faire. Quand ils ont fini de prendre les décisions, ils ont, oui, je suis d'avis, un devoir de compte rendu d'information de nos militants, de nos structures. Est-ce que les membres de nos structures à la base ont dit qu'on ne leur rend pas compte de ce qui se fait? Vous avez entendu cela? Il y a quand même des figures et pas des moindres oui. Dans le rang de l'USL qui sont des figures politiques qui paraît que vous n'écoutez pas. Exemple. Vous voulez que je cite des noms? Oui, citez-moi des noms. Vous avez vu sur les réseaux sociaux des noms circuler comme étant des députés à l'Assemblée nationale qui seraient partis de l'USL. Mais citez, nous allons en parler, c'est sans langue de bois. Dans les coulisses, on entend que bien oui, ceux-là se plaignent de ne pas souvent être écoutés, des gens qui sont présents mais dont on ne tient pas compte de la présence, et puis, patatras, qui décident peut-être un jour de dire nous partons, nous quittons. Moi, je vais vous parler. Je vais vous parler. Et il y a des choses peut-être que le président d'honneur n'aurait pas dites si c'était lui qui, en même lieu et place, était sur le plateau. Il y a des choses que peut-être le délégué général n'aurait pas dites si, en même lieu et place, c'était lui sur le plateau. Mais je veux dire que ce détail, je le fournis en tant que militant personnel, à titre personnel, mais en tant que militant de l'USL. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Je vous parle de l'honorable Basile Akhossi, qui est une personne de grande valeur, qui a fait ses preuves à l'Assemblée nationale, qui
m'est apparu bien souvent comme un homme de conviction. Mais dans le cadre de son adhésion et de son action au niveau de l'Union sociale libérale, il est fait deuxième délégué général. C'est l'une des figures les plus importantes du parti. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez que pendant longtemps, la formation politique a fait l'option, avec les autres formations politiques de l'opposition, d'aller vers la création d'un parti unifié de l'opposition. Vous le savez. Vous savez que nous avons travaillé longtemps et que nous avons même mis M. Basile Akhossi comme le coordonnateur de tout cela, de l'ensemble de ceux qui étaient CDD et qui allaient pouvoir devenir parti politique unifié. Mais au cours du chemin, nous avons eu des pots de bananes. Au cours du chemin, nous avons rencontré des obstacles. Au cours du chemin, nous avions trouvé des pièges. Puis il a été utile pour nous de trouver des moyens curatifs. Et entre autres, nous résoudre à l'idée que la meilleure façon pour nous de continuer notre expérience politique, c'est de travailler en tant qu'union sociale libérale, les formations politiques aussi, telles qu'elles le voulaient, telles qu'elles le pouvaient, pour soumettre notre projet de mandature, notre projet de société aux électeurs, pour recevoir leur soutien ou leur désaveu et en ce moment tirer les leçons éventuelles de ce que nous valons, de ce que nous ne valons pas sur la scène publique. Et l'Union sociale libérale, qui est un parti qui venait de se créer, avait aussi intérêt à le faire. Parce que tout le monde nous dit, vous êtes une formation jeune, vous n'avez aucune expérience, vous n'existez pas. Il ne faut pas que dans 4 ans, on dise la même chose. Donc, si nous existons aujourd'hui, que nous avons 10 députés, 15 députés ou même 0 députés, les gens ont raison de nous dire, vous valez 0 député parce que oui, c'est ce que nous aurons valu. Mais si nous avons valu 40, parce qu'on aurait montré qu'on vaut 40, on ne pourra plus nous dire, vous ne savez pas ce que vous valez, vous n'avez pas été aux élections. On dirait, nous valons 40 députés. Et donc, à quelque chose de malheur est bon, nous avions dit, donc nous allons affronter la situation, même si par moment nous avions pensé que dans le cadre de la collaboration avec les autres partis de l'opposition, il fallait laisser le terrain par endroit à d'autres façons politiques, il nous fallait reprendre le chemin. Mais quand nous avions fait cela, chaque parti a commencé à travailler, à consolider ses bases, à rassembler ses militants et à lancer le nouveau leitmotiv qui est le rassemblement autour de sa formation politique, mais au sein de l'opposition. Quand nous faisons ça, et que les partis politiques qui se sont constitués en un bloc, outre l'Union sociale libérale, se réunissent, et que le délégué général, le deuxième délégué général de l'Union sociale libérale, qui est monsieur Basile Akhossi, assiste à ces séances publiques, médiatisées, est-ce que ce n'est pas un message qui brouille la position de l'Union sociale libérale? S'il y a une rencontre des forces politiques de l'opposition, desquelles enfin, une autre partie de l'opposition constitue un parti avec ses alliés, desquels l'USL n'est pas partie prenante, et qu'à ces réunions, à ces séances, on voit le président, le deuxième délégué général de l'Union sociale libérale assis à la table. Est-ce que ça ne bouge pas le message que l'Union sociale libérale... Vous lui avez formellement interdit de prendre part à ces rendez-vous? Le bureau exécutif national de l'Union sociale libérale s'est fait son devoir vis-à-vis de l'honorable Basile Akhossi. Et de façon régulière, le président d'honneur s'est fait le devoir de lui rappeler que le message de notre parti était brouillé lorsqu'on le voyait. Et il lui a souvent fait valoir qu'il n'était pas là en tant que USL, mais qu'il était à ces instances en tant que CDD. Or, pour la vérité, même à la CDD, il n'était là que par le fait de l'Union sociale libérale. Et ensuite, parce que la CDD, à un moment donné, à ce moment, n'existait plus, puisque nous étions dans la dynamique d'aller chacun individuellement avec sa formation politique. Donc, quand il persiste en cela, et que le président d'honneur se fait le devoir de le rappeler, que le message de notre formation politique, que le message vis-à-vis de nos militants était brouillé par le fait de voir le deuxième délégué général, la deuxième autorité du parti, à côté des formations politiques qui font banc à part contre l'USL, mais toujours dans l'opposition. Quand il lui rappelle cela, est-ce qu'il a tort? Mais quand il lui rappelle cela, il dit que non, on ne peut pas lui rappeler ça, qu'il est libre de faire ce qu'il veut et il démissionne. Est-ce que c'est au tort du parti? Vous avez sorti le mot. Oui, donc, mais oui, c'est bien sûr qu'il a démissionné. Bien sûr qu'il a démissionné. C'est pour la première fois que je l'entends. Bien sûr qu'il a démissionné. J'avoue, Constantin Amoussou, on aurait aimé aborder beaucoup d'autres aspects dans cette émission, mais elle est interactive, sans langue de bois. Et c'est-à-dire le moment pour nous de commencer par recevoir les auditeurs 64 44 02 44, 64 44 02 44, ou le 66 75 72 72, 66 75 72 72.
L'antenne est à vous, chers auditeurs. Un tout premier déjà en ligne, M. Mohamed Liamili. Bonjour. Bonjour plateau, salut Saturnin. Oui, bonjour monsieur. Jean Poton. Jean Poton, vous avez l'antenne. Oui. Constantin Amoussou, je vous salue. Bonjour monsieur Poton. Oui, je vous remercie d'être là pour tenir informé l'opinion sur la première année d'existence de votre formation politique, l'ISL. Merci. Monsieur Constantin Amoussou, Oui. sur ce plateau, vous avez passé le plus clair de votre temps à tresser les lauriers en faisant l'éloge des forces de l'USL, sans jamais évoquer ses faiblesses. Est-ce à dire qu'aucune erreur n'a jalonné l'an 1 de votre parcours, contrairement au bruit de couloir, faisant état d'une certaine suffisance dont font preuve les responsables au sommet du parti? Première question. Merci. Deuxième, vous l'avez martelé tout au long de cette émission qu'il n'existe aucune disposition des lois électorales que vous avez enfreinte. Pourtant, dans les écueils relevés par les soins de la Sénat pour rejeter votre dossier, il est fait mention de l'inexistence de quitus fiscaux. Comment cela s'explique? Troisième pour finir. Le président d'honneur, M. Sébastien Adjavon, pour ne pas le nommer, en 2015, laissait déjà entendre qu'il n'est pas formaté pour la politique. Aujourd'hui, il est un acteur politique qu'on ne présente plus. Pour qui connaît la force du verbe, ne pensez-vous pas que cette volte-face est la source des ennuis dont fait l'objet votre leader charismatique? Je vous remercie. Merci à vous, Jean Poton. Nous allons prendre un autre auditeur. Bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Eugène Ewagnon. Monsieur Constantin, bonjour. Bonjour. Est-ce que si je vous appelais l'homme à la voix mielleuse ou à la voix, à la grosse gueule, vous allez m'accepter ainsi? Monsieur Constantin, je vous ai toujours admiré sur une station de télévision lorsque vous venez en tant que littéraire. Monsieur Constantin, pourquoi avoir choisi la politique? Pensez-vous que ce serait un bonheur pour vous quand on sait le nombre de fois où vous avez été victime, je dirais même action de grâce comme dirait l'autre, puisque vous êtes avec nous aujourd'hui, et vous avez été victime de la méchanceté des hommes. Et c'est le même cas du président Adjavon qui aurait mieux fait de rester homme d'affaires généreux que de mettre, je dirais, sa main dans la politique. Monsieur Constantin, pourquoi la politique? Deuxième question. Monsieur Constantin, si Soleil FM n'existait pas, où irez-vous, je dirais, parler de l'USL quand on sait que aucune station n'a le courage d'inviter un parti d'opposition? Troisième, enfin, pour finir, Monsieur Constantin Amoussou, vous portez, je dirais, un grand nom, Amoussou. Dites-moi, après les législatives, lorsque le peuple vous donnera sa confiance, vous allez leur tourner dos en marchandant votre suffrage avec le diable quand on sait que le plus souvent, c'est ce qui se passe. Mais nous savons au moins que entre l'USL et un parti d'argent en parabole, on peut au moins faire confiance parce que vous n'avez pas géré le pays et vous êtes des hommes intègres. Mais, il faut jamais faire confiance à l'homme. Action de grâce encore. Dieu est grand. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci bien. Aussi, Eugène Ewagnon. Un troisième auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sabirin. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Constantin Amoussou. Bonjour. Christian Quadonon, je vous appelle depuis ce jour. Très bien. Voilà. J'ai trois questions pour monsieur Constantin. Monsieur Constantin, 1. Vous nous avez dit maintenant que vous avez fait l'effort de parcourir les 77 communes, les 500 et quelques ou bien 1000 et quelques arrondissements. Voilà. Comment, il faut nous dire réellement, est-ce que le parti ISL est bien accueilli
comme quand Sébastien Germain était là. J'espère bien que vous avez compris ma question. J'ai bien compris. Voilà. Deuxième question. Et vous avez parlé tout à l'heure du commissaire de la Sénat et autres. Monsieur Constantin Amoussou, voilà lui prendre les choses. Est-ce que ça ne vaut pas mieux que vous reconnaissiez votre défaite en tant que jeune? Je ne parle pas de vous seuls, les jeunes de parti USL, vous reconnaissez votre défaite par rapport à la situation actuelle que vous vivez. Troisième question pour Je n'ai pas bien compris la cette question n'est pas claire. La question n'est pas claire, Christian, pardon. Je reprends. J'ai dit, vous avez parlé tout à l'heure des commissaires de la Sénat, ce qui veut dire que ça vous plaît de leur jeter quelques pierres, ce qui n'a pas été le cas, ça tira faire l'effort de vous ramener à l'ordre. Est-ce que la situation actuelle, au niveau de la Sénat, au niveau des ministères de l'Intérieur, est-ce que c'est pas que vous, les jeunes, vous agitez trop, vous avez pris tout le temps, vous passez par les médias et les réseaux sociaux, que vous n'avez pas fait ce qui est de votre droit? C'est la question que je vous pose. Troisième, pour finir, monsieur Amoussou, je tiens à vous demander aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr que tout le monde va accepter jusqu'au jour que nous sommes, tous les partis ont connu, et ceux qui sont sur la liste, c'est le vôtre qui n'a pas pu le faire. Est-ce que vous êtes sûr que ça ne va pas vous créer demain d'autres ennuis pour que les vôtres s'épapillent encore? Bon dimanche. Merci bien. J'espère que vous avez bien compris la dernière question. On y reviendra. Bonjour. Très bien, bonjour. Bonjour, monsieur Spatien. Oui, bonjour. Oui, monsieur Constantin. Bonjour. Vous savez... Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom, s'il vous plaît. On m'appelle Dossou Séraphin. J'appelle de Dekoubé. Vous avez l'antenne, monsieur Dossou. Je vous assure que moi, je souffle dans mon corps plus que le président à Chavon aujourd'hui. Des fois même, ça me... Vous allez diminuer le volume de votre radio, s'il vous plaît. Diminuez le volume de votre radio. Ok. J'ai dit, vous savez, au moment où les gens comme vous, monsieur Constantin, vous voulez que monsieur Chavon doit être un candidat pour l'élection, pour être homme politique. Je dis, j'avais insulté beaucoup de personnes dans notre quartier. J'avais insulté beaucoup de personnes. Je dis, vous connaissez ce qu'on appelle politique? Et vous voulez que le président Chavon va rentrer dedans? Le président Talon va rentrer dedans? Non. Donc vous voulez causer des problèmes à eux. Moi j'ai dit ça dans les réunions. Et j'ai quitté. Aujourd'hui, M. Constantin, voilà, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes que Chavon seul a engagées, qui travaillent et que Chavon nourrit. Aujourd'hui, tous ceux-là sont à la maison. À cause de la politique que vous avez poussé à Chavon dedans. Il faut que vous cédez vos pensées. Il faut que vous aimez ce qu'on appelle homme là. Quand vous aimez quelqu'un, il faut que vous dites la vérité à lui. Chavon, c'est un homme d'affaires. Il doit vivre toujours avec ses affaires jusqu'à sa dernière vie. Mais vous l'avez poussé dans ce problème. Même si le président Talon qui est là, ici il avait échoué, lui aussi va souffrir comme ce que Chavon est en train de faire aujourd'hui. Sincèrement, disons-le à nous-mêmes. Et mettons le ballon à terre. Et que la paix revienne. Que la paix revienne. Et que tous ceux qui sont allés à l'extérieur là reviennent dans le pays. Et M. Constantin, je te confie ce travail. Il faut le faire. Que Dieu vous bénisse. Merci, M. Dossou. Un avant-dernier auditeur. Oui, que Dieu nous bénisse, nous tous. Bonjour, Saturnin. Bonjour, M. Amoussou. Valentin Ayonou, en directeur de Tchonvi. Oui, M. Ayonou, vous avez l'antenne. Bonjour. Oui, ma toute première préoccupation, j'ai dit, la seule personne qui peut nous faire sortir, qui puisse nous faire sortir de cette crise électorale, que c'est le président de la République.
Je demande à M. Constantin Amoussou s'il partage le même point de vue que Valentin Ayornou. Deuxième préoccupation, si au soir de lundi demain, les députés n'ont pas pu trouver la porte de sortie, est-ce qu'il ne faille pas aller dans le même sens que M. Guy Mitofel, l'honorable, qui a prononcé le mot dissolution du Parlement? Est-ce qu'il ne faille pas vraiment aller prendre cette voie de dissolution du Parlement pour pouvoir mieux évoluer? Et troisième préoccupation, M. Constantin Amoussou, selon vous, quelle est l'ultime solution de sortie de crise? Et j'en ai fini. Merci à Valentin Ayornou, un dernier auditeur. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, monsieur. Je m'appelle Ganrou Todé et Kaye. Monsieur Ganrou Todé, vous avez l'antenne rapidement. Merci beaucoup, monsieur Constantin, bonjour. Bonjour, monsieur Ganrou Todé. Voilà, je m'appelle Ganrou Todé Kaye. Vous l'avez déjà dit, s'il vous plaît. Monsieur Satune Diossou, oui. Vous voyez, pas d'élection sans ISL. Plusieurs Béninois en train de dire cela. Je vais poser une seule question. Monsieur Constantin, on dit que si vous voulez faire votre, comment on appelle, liste, normalement vous devez venir vers le peuple. Mais aujourd'hui, dans la commune de Semepodi, pourquoi cela? Pourquoi vous avez choisi quelqu'un qui est impopulaire? Pourquoi vous avez choisi quelqu'un qui est impopulaire pour nous dans la commune de Semepodi et il est tête de liste? Hein? Je veux parler de monsieur Ahmed. Non, s'il vous plaît. On ne va pas appeler de nom. Ganrou Todé, s'il vous plaît. Vous allez poser votre question sans appeler un nom. Vous êtes d'accord avec moi? Vous m'écoutez? Problème. Je dis, vous devez tout faire pour convoquer une réunion et vous allez encore refaire cette liste-là. Sinon... On va remercier Ganrou Todé qui visiblement ne veut pas comprendre ce que nous ne sommes pas là pour jeter de l'opprobre sur quelqu'un. Si un parti choisit quelqu'un de tête de liste, ce n'est pas à vous de venir appeler le nom sur nos antennes pour dire que cette personne est impopulaire. Constantin Amoussou, nous revenons en studio. Vous avez écouté les questions de nos auditeurs. Je vous laisse commencer par répondre à ces questions parce que je le disais, on aurait bien abordé beaucoup d'aspects, entre autres, parce que oui, l'USL a 1 an. Patrice Talon est en train de boucler 3 ans à la tête du pays. On aurait aimé survoler tous ces aspects, avoir l'avis de l'USL là-dessus. Je vous laisse commencer par répondre aux questions. Ok, merci. Monsieur Coton a voulu savoir, après les lauriers que j'ai dressés à notre parti, quelles sont les erreurs que je relève à son passif. Voyez-vous, 1 an de parcours ne peut pas être sans embûches et parfois d'embûches du fait parfois de la gouvernance. Et nous ne sommes pas là pour dire que tout ce qui a été fait en 1 an a été parfait. Bientôt, je l'imagine, les instances de partis politiques se réuniront et recevront les installations de nos militants sur la gestion, sur la gouvernance du parti. Et en ce moment, ce qui peut être corrigé sera corrigé. Donc, en ce moment, nous allons pouvoir avoir une liste de ce qui n'a pas bien marché, éventuellement procéder à quelques corrections. Je dis que, oui, parfois au sein des militants, on a des grincements de dents. Ces grincements de dents ne peuvent pas être tous sans fondement. Sans fondement. Il reste que ce n'est pas facile de gouverner, de diriger. Surtout pas facile de diriger une équipe comme l'USL, qui est un parti qui vient de naître, mais avec un grand enthousiasme militant, mobilisateur autour de soi. Et plus encore, quand le président d'honneur lui-même n'est pas là. Donc je comprends très bien qu'on veuille que nous relevions quelques insuffisances au sein du parti. Je ne suis pas à penser que nous sommes irréprochables sur tous les plans, mais il sera un temps où nous allons faire le bilan et où alors les résultats de ce bilan, en termes tout à la fois des acquis, mais aussi des insuffisances, seront évalués, présentés et corrigés. Vous avez parlé qu'il n'y a aucune disposition de la loi que vous n'avez pas respectée. Oui. Et Jean Coton voudrait savoir... Pourquoi alors à la Sénat on entend qu'entre autres dans les dossiers déposés par l'USL, il y a des quitus fiscaux qui manquaient? Cela relève d'intoxication qui ont été lancées et entretenues. La Sénat a dit et a redit que le dossier de l'Union sociale libérale n'a même pas été examiné. Que la Sénat s'est contentée d'observer, de constater
que la pièce additive, à savoir le certificat de conformité, n'y était pas, et à partir de ce moment, n'a même pas dû se donner la peine d'aller au fond pour voir si chacun avait cette pièce à jour. Donc ceux qui font circuler l'information selon laquelle il aurait manqué un quitus fiscal quelque part, etc. et tout, ils sont dans l'intoxication. D'ailleurs, l'information qui a circulé avec ce que l'on reproche au chef parti politique n'est pas signée de la Sénat. Donc on ne connaît pas les auteurs. Quand on ne connaît pas les auteurs d'une information, c'est un tract. C'est de ça qu'il s'agit. Je le répète officiellement, le dossier de l'Union sociale libérale n'a pas été examiné à son fond, et l'USL a tous ses documents, tous les dossiers de ses militants à jour, régulièrement, rigoureusement. On va dire qu'on n'est pas fait pour la politique, et finalement entrer en politique, n'est-ce pas une malédiction qui suit jusqu'aujourd'hui? Ne s'est-on pas maudit soi-même? C'est Jacques Poton qui faisait allusion au propos de Sébastien Germain à Javon, entre-temps, avant son entrée en politique. Bon, il pose une question qui est pertinente. Vous savez, il y a la programmation et la déprogrammation. Ce que la bouche a dit a été programmé. Ce que la bouche dit peut déprogrammer cela. Oui, je suis à Moussou. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure. À Moussou, c'est le premier enfant qui est né après que vous avez pris le phare. Et donc, la parole de phare, qui est la parole sacrée, dit avec les Écritures saintes que tout ce que vous dites pourrait se réaliser. Mais lorsque le président Sébastien Adjavon, dans un contexte donné, a dit qu'il n'était pas intéressé par la politique, il a redit, on oublie ça, donc, désormais je suis un homme politique. À partir du moment où il a dit ça, il a déprogrammé ce qu'il avait dit. Il a déprogrammé. Et il a posé des actes pour assumer qu'il était désormais un homme politique. Donc, je veux considérer, et j'appelle nos compatriotes à considérer que oui, il fut un temps où M. Sébastien Adjavon n'envisageait pas faire de la politique, mais il a été appelé par la politique. Vous savez, Jonas a été appelé à une mission à un moment donné. Il ne voulait pas accomplir cette mission. De quel Jonas parlez-vous? Dans la Bible, dans les Saintes Écritures. C'était celui de mon quartier. il voulait s'y échapper. Il ne voulait pas. Puis un jour, alors qu'il allait voyager, il a été avalé. Il a été avalé par un requin qui l'a transporté jusqu'à la destination, afin qu'il soit obligé de commettre, d'exécuter la mission à laquelle Dieu l'a envoyé. Quand Dieu vous a choisi pour une mission, vous avez beau dire je ne ferai pas ça, il vient un moment où vous ne pouvez plus continuer à résister. C'est l'appel de la nation, c'est l'appel du peuple, c'est l'appel du cœur. À un moment donné, Sébastien Adjavon ne pouvait plus rester. Il ne pouvait plus rester indifférent à la souffrance de ses compatriotes, à la souffrance de notre peuple extrême et tout. À Séraphin Dossou qui vous reproche d'avoir poussé Adjavon en politique. Oui, puisque monsieur Séraphin, je comprends sa peine, et je vois que oui, il pose une question essentielle lui aussi, parce que l'arrivée en politique de M. Sébastien Adjavon, qui aurait dû être une bonne chose pour nous, parce qu'il vient avec les valeurs du social-libéralisme, parce qu'il vient avec les valeurs humanistes, parce qu'il vient avec sa générosité de cœur, tourne plutôt, en tout cas pour le moment, en griffe au drame pour ses employés, ces 3600 employés qui sont quand même en situation délicate, parce que tous les comptes de ces entreprises ont été gelés depuis près d'un an maintenant, peut-être même plus d'un an maintenant. Et sur cela, oui, il faut faire le constat effectivement que les proches, que les employés, que des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vivaient grâce à Sébastien Adjavon se trouvent en difficulté. Mais ce n'est pas en regardant cela que vous allez refuser d'aller à la mission à laquelle Dieu a pu vous appeler, à laquelle votre peuple a pu vous appeler. Oui, M. Sébastien Adjavon souffre. Oui, ses employés souffrent. Oui, des Béninois souffrent. Ils souffrent. Vous savez pourquoi? Non pas seulement parce que M. Sébastien Adjavon est entré en politique. Parce que si M. Sébastien Adjavon était entré en politique et que la politique en notre pays se faisait de façon objective, de façon loyale, nous n'aurions pas eu cette difficulté. Au contraire, son entrée en politique aurait été l'occasion d'animer la vie publique avec beaucoup plus de valeurs sociales, humaines, philanthropiques. Et donc, oui, aujourd'hui, nous voyons les difficultés qui sont là, mais ce n'est pas pour cela que nous allons rebrousser chemin. M. Sébastien Adjavon est un homme de vision. Chaque chose qu'il veut faire, il réfléchit. J'ai parlé il y a quelques années avec un homme qui connaissait très bien M. Sébastien Adjavon, qui me dit, cher ami, j'ai dit oui. Il dit, si vous êtes avec M. Sébastien Adjavon sur un navire,
en haute mer et qu'il bondit, qu'il saute, qu'il plonge, et de ne vous poser aucune question, sautez à sa suite et attrapez-le. Parce qu'il a vu, il a une grande vision. Il a vu quelque chose de grand, de beau, de magnifique. Et il a évalué tous les risques avant de bondir. C'est un homme de grande vision. C'est aussi un homme audacieux. On dit, il peut être en haute mer et bondir et sauter. Monsieur Azamon ne découvre pas les difficultés qu'il a rencontrées. Il en avait conscience quand il a décidé d'entrer en politique. Il ne regrette pas d'être entré en politique. Il n'est pas l'homme défait, l'homme détruit, l'homme démoli que les gens pensent. Quand vous échangez avec lui, malgré tout ce qu'il arrive, il a le sourire. Parce qu'il a confiance en l'avenir. Parce qu'il a confiance en l'avenir. Est-ce pour ça que vous aussi, vous l'avez suivi en politique? Parce que quelqu'un vous demande, Eugène Waignan notamment, pourquoi avoir choisi la politique, Constantin Amouzou? Oui, moi je n'ai pas choisi la politique. Et en tout cas pas maintenant, elle m'a choisi. C'est comme le diront... Elle m'a choisi. Nos artistes... Je vais vous le dire. Qui chantent depuis le ventre de leur maman, on veut aussi la politique. Je vais vous expliquer. Vous vous rappelez, j'avais publié il y a 10 ans un ouvrage qui était intitulé « Hydraulique de mes paupières ». Tesson de paroles névralgiques. C'était un essai politique, c'était un essai poétique, mais fortement empreint de politique. Non pas depuis le ventre de ma mère. Il se trouve que j'ai une rencontre violente avec la littérature. Elle a été une rencontre avec la littérature politique alors que j'étais enfant. Je veux dire que là où les enfants du CM1 lisent les bandes dessinées, les ouvrages que j'avais sous la main pour développer ma passion pour la lecture n'étaient pas des bandes dessinées, c'était des ouvrages engagés politiquement. Depuis le cours primaire. Plus encore quand je me suis retrouvé au collège. Parce que je n'étais pas appelé à aller à la bibliothèque, mais mon oncle, vivant dans la même maison que moi, était littéraire, il était en terminale littéraire. Donc, avec ses ouvrages de littérature, pour la plupart de littérature politique qui étaient là, et donc c'était à cette source que je m'abreuvais. Et vous ne pouvez pas vous être abreuvé à cette source sans être un acteur engagé politiquement dans les valeurs qui étaient enseignées par Socrate, par Platon, que je lisais déjà en ce moment-là, par Aimé Césaire, que je lisais déjà en ce moment-là, mais plus encore, parce que mon engagement politique a une racine. Cette racine, c'est aussi le christianisme. Ma mère était très chrétienne, elle me faisait lire l'évangile. Et ce que l'évangile, Jésus était un politicien. Pas au sens où il allait en compétition pour demander qu'on l'élise, mais parce qu'il était à l'écoute des besoins de son peuple. Et quand il voit que le peuple avait besoin de pain, il multipliait le pain. Et quand il voyait que le peuple avait besoin de poisson, il multipliait le poisson. Et quand il voyait que le peuple n'avait plus besoin ni que de pain seulement, ni que de poisson seulement, il le disait, on ne se nourrit pas que de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors il leur enseignait la parole de vie. Vous comprenez? Et donc la mission de l'homme politique, c'est aussi cette mission d'apporter de la charité, comme le Christ le faisait quand il partageait son repas avec ses disciples et avec la population, le miracle qu'il faisait. C'est être porté à partager son évangile, l'évangile du bien, l'évangile de la justice, de l'équité, de l'amour du prochain, de l'amour de la solidarité. Et donc, ces valeurs, quand elles sont en vous, elles sont des valeurs, disons, confisquées, tant que vous n'allez pas sur la scène publique, dans l'espace où il faut les mettre en branle, les mettre en œuvre, pour les mettre au service de vos compatriotes. C'est un peu comme cela. Donc moi, je me suis retrouvé en politique et j'ai été, avant de me retrouver avec M. Sébastien. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pour que, comme on en observe, vous tourniez dos? Tourner dos à qui? Vous posez la question, je parle de Eugène Waignan, qu'à l'Assemblée nationale, oui. Vous tournez dos que désormais vous preniez parti pour des intérêts personnels. Vous savez, l'homme est un être ondoyant. On ira en résumé, Constantin. D'accord. L'homme est un être ondoyant. Il varie, il bouge, il est parfois insaisissable. Et oui, il y a eu des hommes que le président Adavon, que les membres du parti de l'Union sociale libérale pourraient penser connaître et qui peuvent se laisser découvrir autrement, une fois qu'ils seraient à l'Assemblée nationale. Mais l'histoire de chacun lui rend témoignage de qui il est. De qui il est. Moi, je ne suis pas venu
à l'Union sociale libérale parce que c'est le parti d'un milliardaire. Hein. Je ne suis pas venu à l'Union sociale libérale parce que c'est un parti au pouvoir, autrement je serais allé avec les partis du pouvoir, Bloc républicain, tout. Je suis venu à l'Union sociale libérale parce que les valeurs que depuis sa dénomination, dans sa façon de s'exprimer, ce parti porte, sont les valeurs que je porte aussi. Et donc je ne peux pas divorcer avec les valeurs que je porte. Et je pense que c'est comme cela pour la plupart de nos militants. Je pense que c'est comme ça pour la plupart des jeunes, des hommes, des femmes que je rencontre, qui sont rentrés à l'USL. Ils ne sont pas venus de façon circonstancielle, conjoncturelle, par nécessité d'occuper une fonction, de bénéficier du parti pour arriver. Pour la plupart, ce sont des gens qui sont là, qui sont positionnés, parce qu'on a estimé qu'ils portent les valeurs du parti dans leur sang. On va faire un exercice difficile avec vous, Constantin Amosso. En 20 secondes, on va conclure cette émission. Ah, on y est déjà? Oui. Est-ce que nous avons répondu à toutes les questions? Pas à toutes les questions, parce que le temps est là. Je suis désolé. Je voudrais dire à nos compatriotes, à nos téléspectateurs et auditeurs qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, que nous sommes peinés pour eux. Je voudrais dire à nos militants qu'aujourd'hui, 1 an après la création de notre formation politique, nous pouvons regarder avec fierté le chemin que nous avons parcouru. Nous pouvons regarder avec fierté l'audace de notre président d'honneur. Nous pouvons regarder avec fierté l'audace, l'organisation, la persistance, l'entrain avec lequel les membres du bureau d'équipe nationale et même ceux du cabinet de notre président d'honneur travaillent pour que ce parti continue d'exister. Je voudrais leur dire que les grands jours arrivent. Ils sont des jours de combat où nous allons devoir être au front pour lutter fortement, pour montrer, pour défendre les marques de notre parti. Mais ils sont aussi des jours où nous allons récolter les fruits de ce travail ardu que nous sommes en train de faire, de fournir aujourd'hui. Je voudrais leur dire que leurs récompenses sont pour bientôt, que leur effort n'est pas vain, que bientôt il sera fait justice, que notre pays saura redorer son blason, que bientôt cette plaie béante, cette plaie immonde sera cicatrisée, que bientôt le Bénin redeviendra fier, que bientôt nous serons fiers de dire que nous avons été les artisans avec l'Union sociale libérale de ce Bénin nouveau qui renaît. Vous avez fait plus d'1 minute déjà, Constantin Amosso. Moi, je prendrai 5 secondes pour vous dire merci d'avoir été là. Vous êtes militant candidat du parti USL pour les législatives, porte-parole du pôle unifié des jeunes de l'opposition. Vous êtes venu faire avec nous le bilan de cette année d'existence de l'USL. Mohamed Yamini a assuré la mise en onde de ce numéro de 100 langues de voix. Saturnin Diosso, tout le plaisir était pour moi d'avoir été également chez vous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.